j'ai des questions? Donc, tout semble Oui, clair. j'ai une question. Oui, Madame Madeleine Dussault. Bonsoir, Monsieur Maltais. Bonsoir. Vous allez discuter tout à l'heure le règlement 658 qui a trait aux maisons touristiques. Oui. Dans le règlement, dans les explications qui sont données dans la présentation qui nous a été distribuée, il y a une référence qui est faite 25 pour des chalets qui seraient contemplés ou qui seraient dans des secteurs à 25 Je ne comprends pas ce que ce 25 %-là dit dans le règlement 658. Puis je me demande si ça provient du règlement 659 qui a été discuté pendant les consultations publiques. J'aimerais comprendre pourquoi il y a une référence à 25 des résidences touristiques dans le 658, étant donné que le 659 n'est pas encore adopté non plus. Puis je voudrais aussi avoir des nouvelles sur les prochaines étapes sur les consultations publiques après les consultations publiques pour le règlement 659. Donc, si le 25 vous inquiète, il va disparaître là, quand on va vous présenter le règlement 658. Parfait. Et pour le règlement 659, on va avoir une rencontre cette semaine au Conseil pour voir les modifications qu'on va y apporter. Et il y aura une assemblée extraordinaire pour vous le présenter. Et est-ce que le règlement 658 va être publié? Parce que dans le moment, on a des explications dans les documents de présentation, mais je n'ai pas trouvé sur le site la nouvelle formulation du règlement 658. Bon, ben une fois qu'on va l'avoir adopté en résolution ce soir, là, il va être disponible sur notre site Internet. Merci. Donc, pas d'autres questions? J'ai une brève question, M. le maire. Oui. Éric Bergeron. Le point 7.1, il s'intitule Demande pour la fibre optique, secteur Grande-Pointe. Or, le texte dit sur l'ensemble du territoire. Donc, est-ce que c'est un point de résolution qui concerne de favoriser la fibre optique seulement dans le secteur Grande-Pointe ou de tout le territoire? C'est une demande des propriétaires de Grande-Pointe qui se plaignent qu'ils n'ont pas de service d'Internet. Et ils demandent à la municipalité de les desservir. OK. Donc, cette demande-là a été acheminée également à la MRC de Charlevoix. Et les deux députés, autant au provincial qu'au fédéral, travaillent très fort pour la couverture Internet dans Charlevoix. OK. Puis allez-vous ajouter le secteur du hameau aussi à la résolution? Ben, d'une manière, j'ai justement eu un courriel, une lettre de la députée fédérale qui aimerait connaître les zones où l'Internet n'est pas desservi ou mal desservi. OK. Et on va faire parvenir ça à notre députée fédérale qui pousse fort pour avoir un service Internet à la grandeur du Québec. OK, merci beaucoup. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'adoption du procès verbal. Il y aurait une question de Marie-Claude. Madame Marie-Claude, oui. Et... Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Parfait. Dans le document qu'on a reçu, vous faites mention que maintenant, les maisons touristiques pourraient avoir 4 chambres. Non. Alors qu'au départ, on avait 3 chambres. Vous dites toujours pas combien de personnes peuvent être dans chaque chambre. Et contrairement à Saint-Adolphe, à la municipalité à laquelle vous faisiez référence la dernière fois, vous parlez de la capacité hydrique, mais vous ne dites pas est-ce qu'il peut y avoir des divans-lits. Tant qu'à moi, ça c'est hyper important
parce que dans une chambre, comme j'ai dit la dernière fois, vous pouvez vous retrouver avec 8 personnes, même plus. Alors, est-ce que vous allez donner des critères plus précis que 4 chambres? Pour le moment, non. OK, mais ça ne fait pas de sens. Vous allez vous retrouver avec des chalets où il va y avoir 16 personnes. Parce que la capacité des fosses septiques, là, on se fait demander d'avoir une chambre de plus, la capacité d'une chambre de plus, mais si moi, dans mon chalet, j'ai 4 chambres, ben, c'est-tu 8 personnes ou si c'est 16 personnes? Bon, c'est sûr que puis, de quelle manière vous allez le contrôler, là, le nombre de personnes, là? Ben, de quelle façon vous allez contrôler que les gens vont respecter la capacité de leur permis? Ben, quand ils vont manquer d'eau, ils vont s'apercevoir qu'ils sont trop de monde. Ben, c'est pas dur, c'est pas l'eau qui va manquer, c'est les fosses septiques qui vont déborder. Ben, ça va être la même chose. S'il va y avoir des... Monsieur Maltais, si vous permettez. Oui, allez-y, monsieur Bilodeau. Pour répondre à Mme Marie-Claude, c'est que si vous voyez dans le règlement 658, là, il y a un article qui réfère au guide de bonne pratique des résidences touristiques et justement, il y a un libellé prévu là-dessus qui correspond au nombre de chambres. X nombre de chambres représente combien de personnes? Ça fait que ça va être libellé noir sur blanc pour ça. Ça va être un guide de bonne pratique des résidences touristiques. Est-ce qu'il y aurait pas, ce serait pas mieux d'avoir ça avant de prendre une décision, plutôt que de prendre une décision, dire ça va être 4 chambres, puis oups, dans ça, on se retrouve avec, on peut avoir 16 personnes. Non, non, non. Il n'y a pas de question de 16 personnes. C'est que, comme on expliquait comme M. Simard nous expliquait tantôt, c'est une question qu'on a posée par rapport aux choses hydriques, c'est que tu as les normes du bâtiment, que les fosses septiques sont calculées en fonction du nombre de chambres. Fait que s'il y a une bâtisse qui est construite à 4 chambres, la capacité est de temps. Fait que là, nous autres, qu'est-ce qui arrive? On va le libeller, ça représente X nombre de personnes. OK, mais on est au fait du point, c'est un point, c'est un critère qui va être vraiment libellé dans le guide de bonne pratique. Parce que si vous regardez les gens qui causent des problèmes, les chalets qui causent des problèmes, c'est des chalets, c'est pas des chalets de 6 personnes habituellement ou 8 personnes, c'est des chalets qui en ont beaucoup plus que ça. Alors, moi, tant qu'à moi, c'est hyper important. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des problèmes et des plaintes à tour de bras, ce serait vraiment important que vous mettiez ça noir sur blanc avant d'accepter un règlement. Là, tout ça, comment tu fais pour enlever la page? Bon, j'ai-tu perdu le chat? Est-ce que c'est possible de vous identifier, s'il vous plaît? Ouais. Non, pas vous, il y a quelqu'un qui parlait, là, excusez. C'est iPad 30. Bon. C'est le micro de Marie-Claude, Stéphane. Okay. Donc, c'est bien. Monsieur on prend note de votre suggestion, Madame Marie-Claude. Ici. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions? Si je n'ai pas d'autres questions, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 février. Là-dessus, c'est mon micro est fermé puis je ne vais pas avoir d'image. Ça ne sera pas long. Vous pouvez couper les micros, M. Simard. Monsieur Maltais, je vais proposer le procès. Excusez, Monsieur Maltais, on ne vous entend pas, M. Maltais.
OK. Monsieur Maltais, juste à vous réessayer. OK, le voilà. Excusez, là, ça va mieux aller là, dans la, Il n'y a pas de problème. la prochaine demi-heure. Donc, le procès-verbal du 9 février, j'ai cru comprendre que vous étiez prêt à proposer l'adoption, M. Bilodeau? Oui, je le propose, M. Maltais. OK. Au point 3, les comptes fournisseurs. Je vais vous faire la lecture des comptes de plus de 3 000. Agence pour vivre chez soi, 5 279. Énergie Sonique, 5 275. Association touristique de Charlevoix, 3 468. Atelier Vagabond, 3 605 $. Ça, c'est pour le projet de la maison Gabriel Roy. Il y a Axe Création, la refonte du site Internet, 4 449. Biblio Région du Québec, 4 440. Ensuite, j'ai Équipement Twin, l'achat de la boîte à sel, 12 759. Les huiles des roches, ça c'est pour le chauffage de l'église, 4 709 $. Ministère des Finances pour les services de la Sûreté du Québec, 163 464 $. Escôté électrique, 3 282 $. C'est pour des réparations de lumière de rue. Et une dernière de Tremblay-Fortin pour divers arpentages, 6 082 $. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter les comptes? Je propose, M. le maire. Merci, M. Fournier. Au point 3.1, la liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en février, puis les prélèvements automatiques également. Est-ce que vous avez des questions? Je prendrai une proposition d'acceptation des comptes de février et des prélèvements automatiques. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Fournier. Donc, maintenant, on est rendu aux avis de motion et projets de règlement. Règlement 656, amendant le règlement 636. Concernant les coûts de l'agence de surveillance, où le coût qui était antérieurement de 100 $ par année par résidence de tourisme va être majoré à 135 $ par résidence de touristes. Donc, à compter de 2022, la tarification unitaire sera établie en fonction des sommes recueillies sur les avis d'infraction. Est-ce que vous avez commentaires ou... Monsieur Maltais, moi, je serais plus pour qu'à partir de 2022, que ce soit à même la taxe générale, considérant que c'est un service qui est offert à l'ensemble de la population. Ce n'est pas juste les résidences touristiques qui bénéficient de ça, c'est aussi l'ensemble de la population. Et souvent, ça va être les résidents permanents qui vont faire appel à ce service-là pour le bruit. Puis, en titre d'équité, moi, j'irais pour que l'ensemble, ça serait réparti à l'ensemble. Puis quand on regarde réparti à l'ensemble, c'est l'équivalent peut-être d'à peu près 20 $ par compte de taxe. Là. Mais pour la quiétude, je pense que ça serait équitable pour tout le monde, à même titre que la SQ, c'est à l'ensemble général. Moi, ce service-là, je le mettrais à l'ensemble général. Fait que moi, ma proposition, ça serait ça. Là.
au lieu d'être... c'est sûr que le tarif, qu'est-ce qui est libellé, que les infractions vont diminuer ce montant-là, je suis d'accord aussi, mais je mettrais plus, au lieu d'avoir une taxation aux résidences touristiques, je le mettrais à l'ensemble général. Ça, c'est mon point de vue. Donc, mais pour moi, mon point de vue à moi, en 2022, nous aurons un nouveau conseil municipal et il sera tout à fait en mesure de procéder à la modification de la manière de tarifer ce service-là. Donc, moi, je ne suis pas tellement d'accord d'imposer au futur conseil cette nouvelle tarification-là. Donc, je demanderais aux conseillers de se prononcer pour ou contre la proposition de M. Bilodeau. Pour ma part, M. Maltais, si vous permettez, peut-être juste un autre élément. Moi, je suis en accord avec ce que Serge vient de mentionner. Et le point supplémentaire que j'ajouterais, c'est déjà les résidences touristiques qui sont surtaxées. On parle pour une résidence de même valeur au village, on parle de plus de 60 de taxes supplémentaires pour une résidence touristique. Donc, d'ajouter un autre 135 $ par porte, je pense que là, on dépasse un peu les limites là, il faudrait peut-être un meilleur équilibre au niveau de la taxation. Donc, c'est mon point. Donc, je supporte le point de Serge. OK. Monsieur Olivier, quelle est votre proposition? Aucunement question que je m'embarque là-dedans ce soir. Moi, ça serait le statu quo comme vous, M. Maltais. Puis moi, je suis d'accord à ce que ce soit le prochain conseil, quand ils travailleront sur leur budget, qui aillent comme eux verront ça. Fait que moi, je laisserais ça tel quel. OK. Monsieur Jacques Bouchard. Moi aussi, je reste comme M. le maire. On l'a voté l'autre jour, ça. Puis OK. On avait dit que ça allait. Les prochains qui vont rentrer, c'est eux autres qui vont faire ça. Madame Gagnon? Oui, moi, je suis prête à me prononcer tout de suite. Donc, moi, je suis contre le fait de le répartir à l'ensemble. En fait, ce serait incohérent pour moi. On a mis en place plusieurs incitatifs à l'établissement, justement, afin de rendre l'habitation beaucoup plus accessible aux familles, entre autres, et aux personnes qui vont procéder à l'achat de résidences permanentes. Dans ces incitatifs-là, on a le congé de taxes. Donc, pour moi, ce serait complètement incohérent d'aller dans ce sens-là, surtout en tant que délégué à la famille. Puis aussi considérant que sans les résidences de tourisme, on n'aurait pas besoin d'une firme à part qui viendrait faire la sécurité. C'est vraiment un plus qu'on a pour les résidences de tourisme qui, eux, font de l'argent quand même avec la location de leur résidence, alors que ce n'est pas le cas pour les résidents permanents. Donc, si j'ai bien compté, ça veut dire que la proposition de M. Bilodeau est rejetée. Ça. Donc, je prendrai une proposition maintenant d'accepter le règlement 656. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jacques Bouchard. Monsieur le maire, moi, tel que libellé présentement, je suis élu présentement et je n'attends pas que la nouvelle conseil d'administration prenne la décision. Je vote contre la proposition telle que libellée actuellement. Oui, mais vous êtes contre l'adoption du règlement? Ou... Ben oui, on a voté à 3 contre 2. Non, qu'est-ce qui arrive? Vous avez voté contre la proposition que j'ai faite. Là, présentement, vous votez par rapport au libellé comme il est libellé présentement. Puis je vote contre la manière qu'il est libellé actuellement. Parce que je considère que c'est un service à l'ensemble de la population. Puis c'est ça. C'est mon point de vue. Je n'ai pas de trouble avec ça. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont contre l'adoption du règlement? Oui, moi également, je suis contre, M. le maire. Donc, l'adoption du règlement est acceptée majoritairement. Règlement 657. Ça, c'est pour les clapets. Donc, le règlement 657 abroge le règlement 553.
il a pour objet d'imposer la mise en place, le maintien et l'entretien d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et d'exonérer la municipalité en cas de non-respect de ce règlement et d'abroger le règlement 653. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. On va baisser la main, oui. Donc, on est rendu au règlement 658. Le règlement 658 modifiant le règlement sur les permis et certificats d'autorisation 585. Donc, vous avez ici les principaux changements qui ont eu lieu avec la présentation du premier règlement, du règlement lors du dépôt de l'avis de motion. Donc, ce qui ne change pas, c'est l'obligation de dépôt d'une attestation classifiée par la CITQ, l'obligation de fournir des coordonnées téléphoniques du propriétaire ou de son représentant, tarification du certificat, il va demeurer gratuit. Donc, ce qui est présent au premier projet n'est pas présent au règlement. C'était l'obligation de dépôt d'une confirmation écrite du ministère du Revenu, l'obligation du dépôt d'un document prouvant que la propriété visée est détenteur d'une assurance. Également, l'immeuble concerné n'est pas raccordé à un réseau municipal. Ça, c'est également retiré. Donc, ensuite, OK. L'obligation de l'obtention du certificat d'occupation était annuel, mais là, il va être biannuel. Le nombre de chambres autorisées sera de 4 chambres au lieu de 3. Et la possibilité de perdre le certificat dans un premier projet était perdue suite à des constats d'infraction dans le second projet. Donc, une première condamnation par un tribunal, 1 an de suspension. Une deuxième condamnation par un tribunal, 2 ans de suspension. Et une troisième condamnation, c'est perte de l'usage résidence de touristes. Donc, c'est pour ce qui est ajouté au règlement, il n'est pas un premier projet. OK. Donc, ce qui est ajouté au règlement qui n'était pas au premier projet, c'est dépôt d'un engagement à respecter la capacité de résidence de touristes conforme à la capacité hydrique du bâtiment exploité tout au long de la durée biannuelle. Le dépôt de l'annonce publiée sur le site Internet et les plateformes où l'usage touristique, l'usage résidentiel avec l'usage accessoire est affiché en location et dont les coordonnées, là, parce que je ne vais pas tout le texte, capacité d'accueil, ils sont indiqués. Dépôt d'une attestation signée que le requérant a pris connaissance du guide de bonne pratique applicable aux propriétaires de résidences de touristes.
Donc, c'est les principaux changements qui ont eu lieu suite au dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter le règlement? Oui, je vais proposer, M. Martel. Madame Gagnon, ça? Oui. Parfait, merci. Là, on est rendu à 4.4. Règlement 660, amendant le règlement de construction concernant les clapets. Donc, c'est tout simplement assujettir ce règlement-là à notre règlement sur les permis, sur les permis de construction, sur le règlement de construction. Assujettir le règlement sur les clapets à notre règlement de construction. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. 4.4. Donc, nous sommes rendus aux résolutions. Secrétaire trésorière adjointe, fin de probation. Donc, Mme Geneviève Morin répond aux objectifs édictés par l'administration générale. Donc, je prendrai une proposition de mettre fin à l'approbation et de procéder à l'engagement de Mme Geneviève Morin à titre de secrétaire trésorière adjointe. Je le propose, M. Maltais. Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Comme on dit, c'est suite avec l'évaluation du DG en place et de Mme Dufour en fonction des objectifs qui avaient été visés à Mme Morin. Exactement, sur recommandation de ces deux personnes-là. Fourniture cellulaire. Bon, notre nouveau directeur général, M. Simard, nous, la municipalité, on a décidé de mettre à sa disposition un cellulaire. Donc, c'est tout simplement pour faire disparaître l'article 11 de son contrat de travail où on devait rembourser le montant de son cellulaire personnel. Mais du fait qu'on lui en fournit un, on va tout simplement bannir de son contrat l'article 11. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Cotisation annuelle à la... En même temps, M. Maltais, la proposition fait pour l'acquisition du cellulaire. Là. Oui, effectivement. Cotisation annuelle à la DMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est tout simplement d'inscrire M. Simard pour qu'il puisse recevoir les formations qu'il peut demander auprès de cette association-là. Donc, je propose, M. Maltais, puis les formations, c'est des formations qu'on lui a demandé d'acquérir d'ici 3 ans. Fait que on serait malaisé de ne pas le supporter là-dessus. Là. Pas de problème. Merci. Signature des effets bancaires, c'est tout simplement le transfert d'autoriser. M. Simard a signé les effets bancaires en remplacement de Mme Dufour qui va nous quitter au mois de mai. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. Merci, M. Fournier. Domaine multibois, la phase 4B. Donc, les travaux ont été terminés, ils ont été vérifiés par nos ingénieurs. Ils sont conformes. Ils sont conformes. Attendez un peu, là, messieurs. Bon. Donc, ils sont conformes à l'entente prévue avec Multibois, la compagnie à numéro. Donc, je prendrai une proposition que demander que la municipalité se porte acquéreur des rues de la phase 4B du domaine Multibois
tel que décrit dans la résolution. Je le propose, M. Maltais, puis c'est tel que dans la résolution, puis tel aussi que le projet de cessation de rue de la phase 4B, tel que vous nous l'avez transféré. Donc. Excellent, parfait. « 5.6 embauche d'un stagiaire en urbanisme. Donc, on veut profiter de l'été comme un emploi étudiant pour autoriser la publication d'une offre d'emploi pour les services d'un stagiaire en urbanisme dont les tâches sont décrites à la résolution. Ce stagiaire-là, on devrait s'attendre, on va avoir une offre de le payer entre 18 et 20 $ l'heure. Donc, je prendrai une proposition de déposer une publication pour une offre d'emploi. Je vais proposer, M. Maltais, Marie-Ève. Madame Gagnon, merci. 5.7, mandat à la Société d'histoire de Charlevoix. Ça, c'est pour l'aménagement du site d'interprétation du chalet de Gabriel Leroy. Donc, la Société d'histoire nous a fait une offre de service pour nous orienter comment fonctionner pour que ce chalet-là devienne un site d'interprétation. Donc, c'est une dépense qui est autour de 12 000 $. Donc, je prendrai une proposition d'accepter cette dépense-là pour créer le site d'interprétation du chalet de Mme Gabrielle Roy. Je le propose, M. Maltais. Olivier. Proposé par M. Olivier. « 5.8, fermeture du règlement 468. Ça, c'était pour les travaux qu'on a fait au chemin de la Martine en 2020. Donc, c'est tout simplement pour fermer ce règlement d'emprunt-là, 468. Les travaux sont finalisés. Il restait un montant disponible de 60 265. Donc, on va tout simplement fermer le règlement d'emprunt 468. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Fermeture du règlement 578. Ça, c'était pour décréter un emprunt de 67 200. C'était pour financer un règlement d'emprunt où il y avait autour de 2 % que l'institution financière ne finançait pas. Mais on n'en a pas eu besoin de cet emprunt-là de 67 200 $. Donc, c'est tout simplement de procéder à la fermeture de ce règlement 578. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire François. Merci, M. Fournier. 5.10, abrogation de la résolution 1308-20. Donc, ça, c'est des travaux, c'était des travaux d'asphaltage qu'on avait prévus dans le domaine multibois pour rejoindre la phase 4B à la phase 3B. Et on avait prévu une dépense de 8 250 $ en pavage d'asphalte. Mais finalement, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Le contracteur nous l'a fait, a fait les travaux sans réclamer ce montant-là. Donc, je demanderai une résolution pour abroger cette résolution-là. Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Affectation du surplus COVID.
Donc, les municipalités ont reçu des montants d'argent pour contrer COVID-19 et la municipalité avait eu comme montant 94 400 $. C'est tout simplement que ce 94 400 $ soit transféré dans l'exercice financier 2021. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Fournier. M. Maltais. M. Fournier, merci. Reddition de compte, subvention annuelle, réseau routier, ça c'était la fameuse réforme Orion, où on a droit à 5 723 $. Donc, il faut envoyer une reddition de compte pour recevoir ce 5 723 $. Et donc, je prendrai une proposition d'accepter le rapport pour les travaux effectués. Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau, le rapport tel que présenté à la séance de travail. Merci, M. Bilodeau. Don à la Fondation Malbé. Donc, dans le cadre du projet de parcours assistif Lucien Duhamel, il manquait 3 000 $ et la Fondation Malbé a versé ce 3 000 $-là. Et la municipalité accepte et autorise la production d'un formulaire de don de charité à la Fondation Malbé pour ce montant de 3 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. Maltais. Olivier. M. Dufour, merci. 5.14, Chafir, gestion de carburant. Donc, ça, c'est un système qui nous permettra de faire des rapports informatisés pour le suivi des postes budgétaires en indiquant les dates, les heures, le nombre de litres utilisés par véhicule et par employé. Donc, ça va nous sauver également du temps au service administratif. Donc, c'est pour contrôler notre réservoir d'essence et de diesel en haut. Donc, cette dépense-là, ce service-là va nous être fourni par le groupe Philgo Sonic. Donc, c'est une dépense de 4 628 $. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Maltais, je le propose. Puis, comme vous mentionnez, l'avantage de cet outil-là, c'est qu'on va être capable de mesurer l'utilisation exacte de l'essence pour chacun des équipements. Fait qu'on va avoir une meilleure répartition, puis on va être plus en mesure de répartir les frais réels pour chacune des tâches qui vont être accomplies par les équipements. Là. Oui, puis ça va être beaucoup plus sécuritaire, effectivement. Oui. Donc, proposé par M. Bilodeau. Demande au gouvernement du Québec pour le programme d'accès logis. Ben, on sait qu'il manque beaucoup de logements au Québec. Donc, on fait une demande au gouvernement du Québec d'ajouter. Attendez-moi une seconde. De financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Donc, c'est une résolution d'appui pour que le gouvernement offre de 10 000 nouveaux logements. Donc, cette résolution-là va être envoyée au ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, au président du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebille, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Donc, c'est des propositions des résolutions qui vont être adoptées à peu près par toutes les municipalités pour développer les logements sociaux.
Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Jacques Bouchard propose. Merci. Appui au plan de développement des zones agricoles. Donc, ça, c'est le plan de développement avec la MRC de Charlevoix. Nous, malgré qu'on n'a pas de zone agricole sur notre territoire. Donc, c'est un appui moral à la MRC de Charlevoix pour demander du financement auprès du MAPAC pour supporter la démarche de renouvellement du plan de développement des zones agricoles. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, mais même si on n'a pas de zone agricole, il y a possiblement, on a des terres en jachère, comme on dit, des terres qui ne sont pas habitées, puis on a des érablières. Fait que possiblement qu'il y aurait des projets qui sont déposés dans le PDZA que la municipalité pourrait peut-être bénéficier dans le futur. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Merci, M. Bilodeau. Je le propose. 517, location du véhicule automobile. Ben, notre véhicule Mazda, la location termine le 14 mars 2021. On a eu des propositions de Mazda Charlevoix, Kia Charlevoix, Chrysler, Hyundai. Donc, la proposition la plus intéressante, c'est la location d'un Kia. C'est 6 ou 7 places. C'est un 7 places, 7 passagers, M. Maltais. 7 passagers, OK, qui va servir principalement aussi pour le transport des écoliers, qui va servir pour notre agence de surveillance. Et le coût de location est de 588,42 $ pour les 4 prochaines années avec un kilométrage de 20 000 km. Donc, c'est le choix que nous avons fait. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Donc, 518, achat de barrières d'eau. Ben, c'est sûr que pour lutter efficacement contre la crue des eaux, puis en réduire les dommages, donc, il nous a été proposé par notre contremaître municipal de procéder à l'achat de barrières d'eau qui nous seraient fournies par Méga Sécure au montant de 2 950 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Fournier. Et M. Maltais, aussi, il faut mentionner que c'était déjà planifié dans les immobilisations du budget 2021. Là. Oui, il n'y a pas de problème. Rapport d'activité d'incendie 2020 qui nous a été fourni par le service d'incendie de la ville de Baie-Saint-Paul, qui fait mention de toutes les obligations que chacune des municipalités a pour son service d'incendie. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'accepter le rapport d'incendie 2020 tel que déposé? Je vais proposer, M. le maire. François. Merci, M. Fournier. Entretien mécanique et vérification des groupes électrogènes. Ça, c'est l'entretien de nos génératrices. On en a 2 principalement, là. Donc, c'est sûr que ça doit être entretenu. Le coût est de 898,25 $. Donc, je prendrais une proposition d'accepter la proposition de génératrice Drummond. Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Le 800 $, c'est par génératrice, c'est le coût total des 2 vérifications, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'après moi, ça doit être par génératrice. Oui, effectivement, c'est par génératrice, M. Maltais. C'est ça.
Merci. Donc, 5.21. Projet Katabatic. Bon, Katabatic, on nous a fait une proposition de venir implanter des excursions de kayak à Petite-Rivière qui se déplaceraient vers Baie-Saint-Paul. Et on avait accepté leur proposition. Donc, là, ils nous demandent une aide d'implantation au montant de 3 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Olivier. Merci, M. Dufour. 5.22. Là, nous avons 9 permis de construction qui sont assujettis au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le premier permis de construction, c'est pour le lot 4 793 016. C'est sur le chemin Jacques-Labrec. Donc, ces demandes-là, en vertu du PIA, doivent passer au comité consultatif d'urbanisme qui ont analysé les demandes de permis de construction. Et la demande répond aux critères et objectifs du règlement 587, soit sur les PIA. Donc, je prendrai une proposition d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'octroyer le permis de construction. Je vais le proposer, M. Maltais. Marie-Ève, effectivement, tout était conforme. Puis de mémoire, Mme Gagnon, est-ce que c'était une résidence de touristes? Je pense qu'on n'en avait pas encore la nature. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, il y en a plus. Ah non, celle-là, je crois que oui, c'était touristique. Je vois l'image, je pense que oui. OK. Bon, OK. Donc, ça serait... Parce qu'on ne s'était pas mentionné, mais on a pris information et ça serait une résidence de tourisme. À 5.23, pour le lot 4 793 029, c'est la même chose, mais celle-ci, ça serait un résident permanent. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. Merci, Mme Gagnon. 5.24 pour le lot 4 793 022 sur le chemin Jacques-Labrec. C'est pour une résidence de tourisme et c'est toujours en vertu du règlement sur les PIA. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accepter le permis de construction. Je vais le proposer encore une fois, M. Maltais, c'était conforme aussi à la réglementation. Parfait. 5.25, lot 4 793 059. C'est sur le chemin Marius-Barbeau, toujours en vertu du règlement sur les PIA. Et c'est également pour une résidence de tourisme. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais, toujours encore cohérent avec le règlement. Parfait, Mme Gagnon. 5.26, 4 793 149. C'est pour le chemin Marianne-Simard, toujours en vertu du règlement sur les PIA. Et c'est également pour une demande de résidence de touristes. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, toujours moi, M. Maltais, je vais le proposer. C'était aussi conforme. C'est toujours sur recommandation de notre CCU, bien entendu. 5.27, 5 292 166. C'est chemin du Haut-Lieu. Ça, c'est en haut, au massif, toujours en vertu du règlement sur les PIA. Bien entendu, c'est une résidence de touristes. Ça répond aux critères et le comité consultatif nous recommande d'accepter le permis de construction. Oui, effectivement, je vais proposer, M. Maltais. Merci, Mme Gagnon. C'est redondant, mais c'est comme ça que ça marche.
528, construction 4 793 051 sur le chemin Gabriel-Leroy, toujours en vertu du règlement sur les PIA. Recommandation du comité d'accepter l'émission du permis de construction. Oui, c'était toujours conforme avec la réglementation, donc je propose, M. Martin Marielle. Merci, Mme Gagnon. Et un dernier. Non, ce n'est pas le dernier, excusez. Construction 6 362 264 sur le chemin Alfred Pellan. En vertu des règlements sur les PIA, c'est conforme aux objectifs du règlement 587. Le comité recommande l'émission du permis et c'est pour un permis résidentiel. Toujours proposé par Mme Gagnon? Toujours proposé par Mme Gagnon. Les ajustements ont été faits de façon à ce que ce soit conforme. Oui, exactement. 530, nouvelle construction, 4 793 082 sur le chemin Jean-Paul Riopel. C'est toujours la même chose, c'est pour une résidence permanente également. Ça répond aux critères du règlement sur les PIA et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'émission du permis. Donc, c'est proposé par Mme Gagnon. Effectivement. Merci, Mme Gagnon. 531. Affectation numéro 561. Travaux chemin de la Martine. Oh, bon, j'ai un petit blanc de mémoire. Donc, c'est les travaux du chemin de la Martine. Donc, la municipalité se devait de financer la partie subventionnée par le ministère des Affaires municipales, à même le règlement par appui. Donc, accepter de financer les travaux effectués sur le chemin de la Martine à ce même règlement par appui. Donc, je prendrai une proposition d'approuver les travaux exécutés sur le chemin de la Martine et financés par le règlement 561, c'est-à-dire le règlement par appui. Je propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. M. Bilodeau propose. 532, service Internet, augmentation des coûts. Donc, pas de service, mais le site Internet, excusez. Donc, on est à refaire notre site Internet et suite à de nouvelles fonctionnalités pour améliorer notre site Internet, on se doit d'ajouter un budget de 6 250 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais te proposer, M. Maltais. François. M. Fournier propose. Donc, entrevue en remplacement de Mme Roxane Dufour pour une période d'1 an qui est en congé de maternité. C'est de tout simplement embaucher les services de Mme Lydie Gay à titre de conseillère pour appuyer M. Stéphane Simard dans la sélection des curriculum vitae reçus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. M. Bilodeau propose. Donc, on est rendu à la prise d'acte des permis émis en février. Donc, il n'y a pas de nouveaux permis de construction émis en février.
vous me permettez, M. Maltais, j'en profiterai peut-être pour rectifier pour le mois de janvier parce que nous avions plusieurs chiffres différents. Donc, au total, en janvier, nous avions finalement 14 permis qui avaient été émis. On avait demandé à ce moment-là aussi à quel endroit est-ce que les résidences, là, les nouvelles résidences avaient été bâties. Et c'était sur les rues Marius Barbeau, Victoria-des-Gagnés et Vieille-Rivière. Ce mois-ci, effectivement, il n'y a pas de nouvelles constructions, seulement 2 rénovations et le train-train quotidien, c'est-à-dire installation septique, abattage d'arbres et chemin d'accès. C'est ça. Pour ce mois-ci, il y a 10 permis au total. Donc, une proposition de prendre acte de la liste des permis? Oui, Marielle. Merci, Mme Gagnon. Ensuite, courrier février. Bon, on en a parlé brièvement tantôt. C'est une demande des résidents de Grande-Pointe qui demandent à voir à ce qu'on leur procure un service d'Internet décent. Donc, puis la même demande a été adressée à la MRC de Charlevoix. Et nos députés, autant provincial que fédéral, sont au dossier pour faire avancer le dossier. Donc, c'est le courrier que nous avons reçu en février. Il y avait une demande, bon, ça c'était la demande de fibre optique. Ensuite, on a une demande de commandite dans... Monsieur Maltais, la demande, ça va prendre une résolution. Étant donné que le Conseil, on demande que justement, pas limiter comme on dit, la couverture d'Internet haute vitesse seulement au secteur Grande-Pointe, mais sur l'ensemble du territoire de Petite-Rivière. Fait que je propose que les démarches soient faites, la demande soit faite au niveau auprès de la MRC. OK. C'est pas juste la lettre, là, maintenant, c'est la résolution 7.1, demande de fibre optique pour le secteur Grande-Pointe, que ce soit élargi à la grandeur du territoire. Oui, parce que, comme on sait, on a eu oui, elle fait partie des courriels, là, d'un courrier. On a eu ça, mais on avait déjà eu par le passé des demandes dans d'autres secteurs. Fait que, comme on dit, on va rajouter ce dossier-là sur la pile en voulant dire, regarde, on a une demande pour l'ensemble du territoire. Là. Oui, puis d'ailleurs, notre demande va être envoyée également à Bill. Parfait, je le propose. Proposé par M. Bilodeau. Divers, demande de commandite pour la brigade scolaire. Donc, on va leur offrir une aide financière de 50 $. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose, monsieur. Bah, Marielle, ça fait pareil. Un ou l'autre. C'est ça. On va prendre M. Bouchard. M. Jacques Bouchard propose. Donc, on serait rendu au point 9, rapport des conseillers. On va commencer par le siège numéro 1, M. Fournier. Oui, rapidement. Donc, les dernières semaines ont été quand même assez occupées avec des rencontres émotives sur nos règlements dont tout le monde jase ces temps-ci. Donc, il y a eu cet aspect-là qui a pris quand même beaucoup de temps. Du côté de la sécurité publique, ce n'est pas une grande nouvelle, mais on se conforme là, à la réglementation. Donc, dans notre salle paroissiale, là, on est à l'installation de douches supplémentaires dans le cas où on aurait un séisme où les gens devraient se réfugier donc, dans cet établissement. Donc, on est à mettre à jour cet aspect-là. Il y aura aussi donc des rencontres aussi avec le comité d'harmonisation qui s'en vient et une future rencontre aussi avec le comité de sécurité publique là, qui implique le MTQ et la SQ pour discuter dans le fond là, de l'achalandage supplémentaire que créera là, le Club Med, donc du point de vue circulation, donc sécurité routière et autres. Donc, ça résume bien ce que j'avais de mon côté. Parfait. Merci, M. Fournier. Et
la prochaine rencontre du comité de sécurité publique, on a exigé qu'il y ait un représentant du Club Med qui assiste également. Donc, je passe au siège numéro 2, M. Bilodeau. Oui, pour ma part, comme on dit, le mois de février est un petit peu plus tranquille que d'habitude. Comme M. Fournier a mentionné, on a eu des séances de consultation puis des séances de travail sur le règlement 657, 58, 59 puis 660. J'ai assisté à une vidéoconférence en remplacement de M. Dufault avec M. Philippe Dufault, M. Bertrand versus le dossier catabatique. Il y a une programmation pour l'été 2021 qui va être présentée prochainement. Une vidéoconférence avec Mme Dufault, M. Boudreau, M. Thibodeau, aussi M. Bertrand, M. Lavoie avec un promoteur pour de nouveaux projets à Petite-Rivière. Ça fait que ça, c'est un dossier qui est très, comme on dit, très encourageant et très positif. Vidéoconférence avec M. Simard, M. Bertrand, M. Miller puis M. Couture versus la fiche Google pour offrir un service, qu'est-ce qui peut être offert pour la municipalité. D'un suivi de dossier versus le mois de février, l'acquisition du terrain dans le secteur du fief pour la ligne hydro au Québec. Le dossier est présentement chez le notaire. La toiture pour la chapelle à Maillard, les appels d'offres devraient être faits d'ici la fin du mois de mars. Au niveau de la demande pour le passage pour le terrain, le lot 479-33-68, les demandes sont parties au niveau du ministère du Transport et de Chemin de fer Charlevoix. On attend toujours un accusé-réception de leur part. Puis, on a eu une formation, moi et M. Boudreau, au niveau de la gestion des actifs pour la comptabilité, et ainsi de suite. Ça fait qu'il y a déjà des formations très intéressantes, puis on est en train de déjà mettre en place des applications selon les recommandations. Ça fait que ça fait le tour de mes dossiers du mois de février. Merci beaucoup. Merci, M. Bilodeau. Mme Gagnon, au siège numéro 3. Oui, du côté de l'urbanisme, on tient à vous aviser que les modifications réglementaires qui se font de façon annuelle, qui étaient prévues en mars, seront reportées en avril. Vous comprendrez que c'est en raison des fortes demandes relatives au règlement 659. D'ailleurs, on vous remercie encore une fois pour votre compréhension et votre patience par rapport au délai actuel, vu la forte affluence au service d'urbanisme. Ensuite, par rapport à la famille, la municipalité, en fait, l'administration vient tout juste de commander les sacs d'école pour les nouveaux élèves qui vont fréquenter l'école primaire pour l'année 2021-2022. Dans le cadre toujours des incitatifs à la famille, les parents seront avisés au moment opportun de venir les récupérer, mais sachez que vous n'avez pas à vous en procurer pour la prochaine année. Et aussi, je voulais prendre un petit moment pour féliciter les élèves. Le Centre éducatif Saint-Aubin a publié son tableau d'honneur en février et plusieurs élèves de Petite-Rivière se sont démarqués. Donc, je voulais féliciter ces élèves-là, mais aussi l'ensemble des élèves qui persévèrent en ce moment là, dans les contraintes liées à l'école en ligne. Donc, bravo à tous nos élèves. Merci, Mme Gagnon. Maintenant, on passe à M. Jacques Bouchard, au siège numéro 5. Votre micro n'est pas ouvert. OK. On a reçu une subvention du provincial pour faire des jeux de palais à Chefferbois, proche du chemin du quai. Fait que ça devrait se faire cet été. Il va y avoir 2 jeux. On était bien content de ça. C'est tout pour moi donc, pour cette semaine. Parfait, M. Bouchard. On est toujours en attente pour notre projet d'habitation abordable. Oui, bien ça, on attend. Il faut aller dans les médias. J'ai parlé avec la madame du fédéral, puis elle nous a dit qu'il faudrait aller dans les médias. Oui, donc c'est ça. Donc, merci, M. Bouchard. M. Dufour, au siège numéro 6. Moi, de mon côté, au mois de février, un peu comme les collègues, j'ai assisté à quelques rencontres sur le règlement 659. Ça fait que là, les prochaines semaines, le dossier va continuer à suivre son cours. Également, même si nous avions eu le hockey du gouvernement, on a dû prendre la décision de laisser notre salle d'entraînement municipal fermée.
Ce qui arrive, c'est que ça nous aurait pris pratiquement une personne ressource à temps plein pour s'occuper de la désinfection des locaux. Puis malheureusement, on n'avait pas cette personne-là qui pouvait s'affairer à toutes ces tâches-là. Également, dans mon suivi de dossier pour l'aménagement du parc Gabriel-Leroy, le dossier qui suit son cours, notre nouvel agent de développement, Marc, est rendu à l'étape de demander des subventions. Ensuite, pour la piste cyclable, le prolongement d'1 kilomètre, le dossier est parti au ministère. On est en attente d'un suivi de leur part. Et on peut compléter par le dossier du deck hockey. Pour le mois de mai, c'est signé, c'est fait. Le tournoi va bel et bien avoir lieu. Pour ce qui est de septembre, ben là, on est à renégocier encore quelques petites affaires, mais s'il n'y a pas de changement, ça devrait avoir lieu tel que prévu. Fait que ça complète de mon côté. Merci beaucoup. Merci, M. Dufault. M. Maltais, si vous permettez, oui. Mon rapport n'était pas à jour. Je viens d'avoir une autre note. Pour le contrat pour le MTQ, ils ont eu accusé réception pour le passage pour fin de parc. Puis ils vont nous revenir là-dessus. Le dossier est en étude chez eux. Là. OK, parfait. Merci, M. Bilodeau. Merci. Donc, on serait rendu à la période de questions du public. Je vois des mains, là. Monsieur Benoît Chassé. Oui, allez-y, Monsieur Chassé. Oui, ça va être Madame Chassé. Ça fait pareil. Bon. J'ai plusieurs questions concernant la modification au règlement. Je pense que c'est 636, en tout cas concernant le nombre de chambres dans les résidences touristiques. Pour les zones qui vont être autorisées à 25 %, vous passez de 3 à 4 chambres. Vrai? Oui, pour... Mais pourquoi, sans égard au nombre d'occupants dans les résidences, mais pour ce qui est des zones à 100 %, ça demeure à 3 chambres sans égard au nombre d'occupants dans les résidences. Moi, j'habite dans la zone, je crois, à H35 et à côté de moi, il y a H36 où on est H36 et ils sont H35, en tout cas, bref, dans le Petit-Bois. Et puis, moi, ça m'inquiète d'avoir des résidences à côté de moi avec des chalets de 20 personnes, nonobstant qu'il y a 3 chambres. Fait que pourquoi ne pas limiter le nombre de personnes versus le nombre de chambres? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des propriétaires un petit peu moins regardants qui vont faire des dortoirs. Donc, bon, ben, c'est sûr que, comment vous avez appelé ça, M. Simard, là, notre code de vie, pas notre code de vie de... Il va y avoir un guide de bonne pratique qui va devoir être signé et l'ensemble des résidences touristiques vont devoir accepter les conditions qui sont à ce niveau-là. Et pourquoi on a mis un nombre de chambres plutôt qu'un nombre d'individus? C'est que c'est beaucoup plus simple de contrôler un nombre de chambres qu'un nombre d'individus. Parce que même si on le voulait, la municipalité et même notre service de sécurité n'a pas la légitimité de rentrer dans une résidence pour compter à combien de personnes. OK. Mais ceci étant dit, je comprends, vous ne pouvez pas compter le nombre de personnes, mais quand tu construis un chalet avec 3 chambres, tu as une fosse septique puis un puits pour 3 chambres, puis tu peux avoir 24, 26, à la limite 30 personnes dans le chalet, et puis il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Je comprends là, que c'est facile de limiter le nombre de chambres, mais le nombre de lits, en tout cas, bref, OK, je vais revenir là-dessus. Là, vous voulez que ce soit la totalité des résidences, des résidents, des payeurs de taxes qui payent pour le service de sécurité parce que c'est les résidents permanents qui font appel
au service de sécurité parce que les touristes font des troubles. Voyons donc. Pourquoi, si le nombre de résidences touristiques était limité, si le nombre de personnes dans les résidences touristiques était limité, ben nous, les résidents permanents, on n'aurait pas besoin d'appeler les services de sécurité pour faire respecter les règles. Je comprends que les règles s'appliquent à tous, mais si on enlève les résidences touristiques, combien de fois vous avez de plaintes entre un résident permanent versus un autre résident permanent? Moi, je reste dans un quartier de permanent, là, de résidents, là, il n'y a pas de touristes. Là. Puis on n'appelle pas la police entre nous autres parce qu'il y a un voisin qui fait du bruit. Fait que pourquoi moi j'aurais à payer pour les touristes qui font du bruit? Là, pour le moment, vous n'avez pas à payer parce que cette année, c'est les résidences de touristes qui vont payer 135 $ par résidence de touristes pour ce service de surveillance-là. Je comprends cette année, mais l'année prochaine, M. le maire, pourquoi moi je paierais pour le fief qui ont des problèmes avec les touristes? Ben, c'est parce que ce n'est pas décidé, là. C'est le prochain conseil qui va décider. Ouais, en tout cas, vous en parlerez au prochain conseil. Vous en parlerez au prochain conseil. Là. Pour le moment, nous, on a décidé de ne pas imposer ça au prochain conseil. OK. Fait que je ne peux pas deviner, je ne peux pas. Donc, on verra en temps et lieu si notre nouveau conseil municipal veut changer la méthode de financement de ce service-là. Ben, on s'y objectera en temps et lieu. Merci, Mme Chassé. Merci. Monsieur Maltais, me permettez-vous? Oui. En fait, juste pour m'assurer qu'on a entériné la bonne chose, en fait, on ne réévaluera pas l'année prochaine. Non. Il faudrait que le Conseil décide par lui-même de réévaluer la réglementation. Mais exactement. On a adopté le règlement. Exactement. C'est quoi clair pour tout le monde. Merci. Oui, c'est bien clair. Monsieur Lagagnière. Bonjour, Monsieur Lagagnière. Oui, bonsoir tout le monde. Première question. Les travaux de pavage qui sont prévus pour cette année, où est-ce que vous en êtes avec les documents d'appel d'offres? On a reçu de l'ingénieur de la municipalité les plans pour aller en appel d'offres. C'est rentré, je crois, même aujourd'hui. Fait que là, on va regarder et on devrait aller en appel d'offres d'ici la fin du mois, sans problème. Même, on veut avoir des soumissions pour le 30 mars. Bon, bien, excellent. Autre question, là, je la pose au nom de l'Association des contribuables. Dans le hameau, il y a la rue Jean-Paul Riopel qui s'enligne vers le Mont-Gabriel-Leroy. Et sur cette rue-là, il y a un embranchement, ou il y en a deux, là, parce que ça fait un U, la rue Paul-Émile Borduas. Sur l'embranchement, il s'est construit, sur la rue Paul-Émile Borduas, il s'est construit une maison cet été, donc vous avez à la déneiger. Mais au lieu de reculer avec la déneigeuse, je sais que ce n'est pas facile, là, mais ça s'est fait ailleurs, entre autres dans le hameau. Vous contournez, vous déneigez tout le U alors qu'il n'y a pas d'autres résidences sauf à l'autre intersection. Donc, il y a une quinzaine de propriétaires qui se voient taxer 200 $ par année pour du déneigement, puis ils n'en profitent pas, puis c'est pour une raison purement technique. Je comprends très bien que reculer avec une déneigeuse, ce n'est pas facile. Mais pourquoi que ces gens-là paieraient le déneigement alors qu'ils n'en ont pas besoin? Et est-ce que ce serait possible, là, si vous le jugez opportun, de leur retourner le montant de, je pense, c'est 209 par année? Je vais vérifier ça. Je n'ai pas eu l'occasion de passer par là cet hiver, mais on va vérifier ça et on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, monsieur. OK, bien, vous m'en donnerez des nouvelles, s'il vous plaît, parce qu'on a des membres qui se sont posé la question. Une petite question rapide. Dans le règlement 658, vous demandez qu'il y ait un répondant 24 heures par jour, mais si jamais, suite à une plainte, vous essayez d'appeler et qu'il n'y a personne qui répond,
Vous n'avez pas indiqué dans le règlement qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là. Y a-t-il une amende? Ça devient-il une plainte officielle? Comment vous allez traiter ça? Oui, on n'a pas accroché de pénalité à l'absence d'un répondant. On va regarder ça. On pourra l'ajouter dans notre règlement 659. Ou dans le guide aussi, là, vous parlez du guide des bonnes pratiques. Là, oui, effectivement. Bon, ben merci beaucoup. Parfait, merci. Monsieur Mathieu Lapointe. Oui, oui, bonjour. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai une question concernant le règlement 658. Quand on parle de prendre un engagement pour ce qui est de respecter la capacité hydraulique, ça va prendre quelle forme, cet engagement-là? Parce que j'ai de la misère à voir comment ça peut s'articuler. Dans le sens que la capacité hydraulique, est-ce qu'on parle de la fosse septique ou du puits artésien? Puis la capacité hydraulique de la fosse septique, bien ça, c'est quelque chose qui est régi par le ministère de l'Environnement, puis c'est par nombre de chambres. Fait que ça n'a pas de lien avec le nombre d'occupants. Donc, il n'y a pas d'engagement à prendre par rapport à ça. Je veux dire, si ma fosse est faite pour 6 chambres, puis que le bâtiment a 6 chambres, automatiquement, c'est conforme. Donc, je voulais juste voir en quoi consistait l'engagement qu'on s'attend de demander à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de répondre? C'est sûr que l'installation septique est toujours basée sur le nombre de chambres. Exact. Si vous allez à 6 chambres, vous devez avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Ouais, moi, dans le fond, c'est que je vous ai soumis une demande de permis, justement, puis nous, on a fait faire les plans pour 6 chambres, même si la propriétaire n'a pas 6 chambres, parce que les frais pour faire une fosse plus grande, c'est somme toute mineur. Fait que dans le fond, nous, on a demandé pour ça, mais à partir du moment où on a ça, je veux dire, j'ai l'impression que l'engagement qu'on demande, c'est de respecter la capacité hydraulique en termes de nombre d'occupants, mais en tant que tel, ce n'est pas une science exacte. C'est pour ça que le ministère de l'Environnement a choisi d'y aller par un nombre de chambres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 8 personnes jamais. C'est fait pour accepter des variations, c'est basé sur des moyennes et des approximations. Donc, si on choisit d'y aller en nombre de chambres, je ne vois pas pourquoi il y a besoin d'avoir un engagement supplémentaire à partir du moment où on respecte la réglementation. En tout cas, c'est juste une suggestion. Là, je vous soumets le point. Là. Je me demandais juste quelle forme ça pouvait prendre, cet engagement-là. On pourra voir à l'inclure à notre guide de bonne pratique. Monsieur Maltais, si je ne me trompe pas, par rapport à ce que Michel nous a expliqué, c'est que cette clause-là, comme M. Lapointe mentionne, est en fonction du nombre de chambres. Et comme un autre citoyen l'a mentionné, c'est qu'il y a des gens qui improvisent des chambres, qui augmentent, qui font un dortoir dans le milieu, puis ils disent, bon, on a une chambre de plus pour avoir plus de gens. Fait que c'est vraiment de dire que, bon, comme vous dites, si votre capacité, vous avez construit une maison pour 6 chambres, ben c'est 6 chambres, là. Organisez-vous pas de refaire une autre chambre à la cave qui est un dortoir général. Là. Ça fait que c'est plus à ce niveau-là. C'est un peu le sens du libellé que Michel avait écrit. Là. Je pense qu'il y aurait peut-être lieu de préciser qu'est-ce qu'on entend comme engagement à respecter. Puis, j'avais un deuxième point aussi pour ce qui est du bruit qui semble être un gros problème avec les résidences de tourisme. Moi, j'ai l'impression que je voudrais juste réitérer une proposition qui a été faite par quelqu'un dont j'ai oublié le nom à la rencontre du 15 février dernier. Il y a une dame qui avait expliqué qu'elle avait installé des caméras puis qu'elle enregistrait, qu'elle était capable de voir s'il y avait du bruit, de constater. Puis il y avait aussi quelqu'un d'autre qui avait proposé l'idée d'utiliser des dépôts de garantie. Moi, j'ai l'impression qu'en combinant les deux, il y a moyen d'avoir des mesures assez dissuasives pour les gens qui seraient tentés de faire du bruit. Bref, je vous soumets l'idée. Je sais que vous avez encore des discussions à avoir à ce sujet-là. Oui, en tout cas, moi, l'idée du dépôt de garantie, là, je ne trouvais pas ça mauvais, là, mais comme vous dites, on va avoir une réunion, une rencontre cette semaine encore pour regarder qu'est-ce qu'on va modifier dans notre règlement 659. En
Je voulais juste profiter de l'occasion pour vous rappeler que je trouvais que c'était une bonne idée, moi également de mon côté. Parfait, monsieur. Merci. Monsieur Jacques Bouchard? OK. Je pense qu'une chambre, là, c'est 2 personnes. Fait que s'il y a 5 chambres, ben, c'est 10 personnes. C'est ça qui est autorisé. Et moi, c'est ça que je pense. Peut-être que je fais erreur, là. Mais c'est le même, c'est calculé. Ben, en fait, je peux vous envoyer les liens sur le ministère de l'Environnement. Je pense qu'il n'y a pas de notion parce que ce n'est pas une science exacte, dans le fond. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui vont être reçus. C'est pas parce même si ce n'est pas une résidence de tourisme, vous savez, ça peut être une résidence qui n'est pas de tourisme. Puis le propriétaire décide de recevoir ses enfants, ses petits-enfants pour Noël. Ça peut momentanément excéder le nombre de personnes. C'est normal. Donc, les systèmes sceptiques sont faits pour tolérer des variations comme ça. Je pense que c'est vraiment basé sur un nombre de chambres, point, sur une utilisation normale sur du long terme. C'est ça. Merci. Merci. Donc, monsieur Francis. Bonsoir à tous. Votre nom complet, s'il vous plaît? Francis Larochelle. Alors, bonsoir. Moi, j'ai quelques questions. La première, vous faites référence à des condamnations d'un tribunal. De quel tribunal est-ce que de quoi est-ce qu'il s'agit là ici? Est-ce que c'est un tribunal spécifique et sur quoi est-ce que le tribunal va avoir à se prononcer? Donc, c'est la Cour du Québec là, qui va traiter autant les infractions au code le code de vie, Le code de qualité de vie, M. Maltais, le règlement 630. C'est ça. Notre règlement sur la qualité de vie qui va être appliqué, qui va pouvoir être appliqué autant par notre agence de surveillance que par la Sûreté du Québec. Et quand le propriétaire d'une résidence de tourisme aura eu des infractions, ben, il pourra risquer la suspension de son droit d'usage. OK. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des dossiers qui se sont rendus en cours? Non. À Petite-Rivière? OK. Mais vous avez confiance que ça va se faire? On a confiance que ça va se faire, oui, effectivement. OK. Bon, deuxième question. Avec ce qui est présenté là, je ne vois rien qui empêcherait quelqu'un de s'installer des divans-lits dans le salon, dans la salle de jeu, pour pouvoir coucher 20 personnes, même s'il y a 4 chambres. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, vous faites référence à un guide de bonne pratique. C'est peut-être que le nombre de personnes va être clairement spécifié là-dedans. Si oui, le guide de bonne pratique semble être un élément essentiel à l'application de la réglementation. Est-ce que le guide va être publié en même temps que le règlement là, pour qu'on puisse savoir c'est quoi les règles au complet? Le guide bonne pratique, il va faire partie de notre règlement 659, je crois. Ça fait qu'il va être publié là, avant l'ouverture des registres et tout pour qu'on sache qu'est-ce que c'est la réglementation complète. Là, parce que ça fait une grosse différence. Si le guide de bonne pratique spécifie un nombre maximum de personnes, clairement, ou s'il ne le fait pas, c'est une différence énorme là, dans la portée de votre réglementation. Là. Je ne croirais pas que le guide de bonne pratique spécifie le nombre de personnes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un élément qui est difficile à constater. Là où il peut y avoir aussi de la veille, par contre, les résidences vont être affichées pour 6 ou pour 8 en fonction du nombre de chambres. Et advenant le cas où ils s'affichent comme pouvant accueillir 10, 15 ou 20 personnes, bien, il y a moyen de le savoir là, sur
que ce soit sur les différents sites de location ou des choses comme ça, là. Donc, il y a un petit peu de veille qui va se faire de ce sens-là, mais il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire, où on peut intervenir là, à titre de municipalité dans la surveillance du nombre d'occupants de la résidence. Donc, ce que vous dites, c'est qu'un 3 chambres va être limité à 6 et un 4 chambres va être limité à 8. Bien, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, considérant qu'il peut avoir bon, des enfants au travers, mais c'est vers ce nombre de personnes-là qu'on s'enligne. Oui, mais ça va être spécifié à quelque part. Parce que vous dites on va vérifier les annonces et que la publicité est faite en fonction de ça, mais puis c'est dans l'intérêt de la personne qui loue de savoir c'est quoi la limite auquel ils ont droit. Et c'est dans notre intérêt, nous, en tant que contribuables, là, on se fait présenter une réglementation, puis on veut comprendre qu'est-ce que ça va être, les implications, parce que le problème, c'est pas le nombre de chambres, le problème avec les chalets locatifs, c'est le nombre de personnes. Alors, ça a été réitéré à chacune des rencontres. Alors là, on veut savoir si la réglementation va vraiment faire que c'est contrôlé et qu'il y a des limites claires. Ça fait qu'il nous faut tous les éléments pour comprendre ce que vous proposez, là. Si vous mentionnez 6, vous mentionnez 8, mais je ne sais pas où ça va être écrit, puis avec quoi vous allez vérifier si les annonces que les locatifs inscrivent, si elles sont conformes à vos limites, bien, il faut que les limites soient mentionnées à quelque part. Bon, c'est sûr que des limites, on peut en mettre des limites, là, mais celui-là qui va vouloir mettre un lit dans le mur pour coucher du monde additionnel, là, comment est-ce que je vais faire pour contrôler ça, là? Bien, c'est qu'au moins, vous pouvez contrôler l'annonce. Si dans l'annonce, quelqu'un annonce un 16 personnes. Ben, s'il annonce 16 personnes, c'est parce qu'il a triché à quelque part un peu, là. Ben, si la réglementation interdit des divans-lits ailleurs ou quelque chose, pour ça, là, je ne le vois pas dans la réglementation actuelle que 16 personnes, ce serait interdit. Si c'est 4 chambres, dans ce que je vois, moi, je ne comprends pas où le 16 personnes est interdit, là. Je pense que c'est implicite dans ce qu'on discute. Nous, on a un peu la même compréhension d'un nombre de personnes raisonnables. Mais je pense qu'il faut que ce soit clairement spécifié. C'est ma recommandation là-dessus. Et ma dernière question, c'est excusez, je vais juste vous interrompre pour pouvoir rester légal. Je proposais que la séance soit prolongée d'une demi-heure pour pouvoir donner la chance au monde de pouvoir poser des questions. OK, parfait, merci. Juste ma dernière question, c'est est-ce qu'on peut avoir l'échéancier clair là, des prochaines étapes, les dates, l'ouverture des registres, les échéances, les procédures pour aller vers la présentation et l'acceptation finale ou non de la réglementation, là, à savoir à quoi on doit s'attendre? On a une séance de travail cédulée ce jeudi avec le conseil pour procéder aux modifications du règlement 659 dans le deuxième projet. Et si on vient à une conclusion, on devrait céduler une séance extraordinaire dans les prochains jours pour déposer le deuxième projet. M. Maltais, pour le règlement 658, dès que vous l'avez signé, il est applicable. Oui. Pour 658, il n'y a pas d'ouverture de registre. Donc, il a été accepté. Le 658 va tomber en vigueur lorsque je vais le signer. Et pour le 659, ben, lui, il est applicable à l'ouverture du registre. Donc, s'il y a des contestations à l'ouverture de registre, ben là, on verra au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression que d'ici la fin mars, on devrait avoir procédé au deuxième projet de règlement du 659.
Et pourquoi est-ce que le 658, il n'y a pas d'ouverture de registre? Ben, c'est prévu comme ça. C'est le 659 qui est assujetti au règlement de construction. Ah, OK. Bon, alors, on va être avisé. Puis, est-ce qu'on peut voir à quelque part le nombre de signatures qui sont requises pour les différents secteurs et tout? On va tout vous informer de ça, M. Larochelle. Ah, bon, ben, super. Alors, OK. Merci encore et bonne soirée. Merci. Monsieur Pierre-Paul René. Bonsoir. Deux questions. Monsieur le maire, il y a quelques mois déjà, là, il y avait eu une étude qui avait été. Vous aviez mandaté la firme Roche pour une étude sur les capacités de l'usine d'épuration des eaux. Et notre capacité en production d'eau potable, est-ce que cette étude-là a été déposée? Compte tenu... Notre capacité d'eau potable, là, elle est... quand on a procédé à la construction des puits de Maillard, ça répondait à tous les projets que nous avions sur la table. Et c'est la même chose pour l'usine de traitement des eaux. Compte tenu par rapport à l'implantation du Club Med, vous avez octroyé un mandat à la firme Roche là, d'une quinzaine de mille de dollars. Je ne me rappelle plus exactement, il y a quelques mois. Est-ce que ce rapport-là a été reçu à la municipalité? Et c'est quoi qui en est ressorti de cette étude-là? Madame Dufour, est-ce que vous êtes au courant ou M. Simard? Je peux répondre, M. Maltais? Oui, allez-y. En fait, ce n'est pas la firme Roche, c'est Mme Marie Saint-Pierre qui a été mandatée et le rapport n'est pas encore déposé, M. René. OK, c'était juste pour faire un suivi. J'avais ça je me demandais où on en était rendu. Autre petite chose, là, je voulais juste savoir par rapport au mandat que vous avez donné à la Société d'histoire, est-ce que c'est juste sur le site de la maison où vous allez demander à ce que ça soit plus gros sur le territoire du plateau avec les différents bâtiments qu'elle a côtoyés? C'est pas le mandat plus précis que vous aviez dans la tête là, par rapport à ça? C'est juste l'animation du site de la maison ou c'était plus large? Juste l'animation du site de la maison. OK. Mais en tout cas, si jamais vous avez des gens ont de l'intérêt à rencontrer les citoyens autour, moi, je serais bien intéressé. OK. Oui, M. Simard. Si vous permettez, M. Maltais, le mandat de la Société d'histoire de Charlevoix est pour l'interprétation à l'intérieur. Par contre, on est en train de travailler un autre projet avec un autre groupe pour l'aménagement à l'extérieur aussi, pour en faire là, vraiment un attrait complet. Là. Donc, il y a quelque chose de prévu aussi et on va en savoir plus dans les prochains mois. On est en train de monter le montage financier. Exact, ce que j'ai mentionné tantôt dans le rapport des conseillers. Okay. Exactement. L'agent de développement travaillait pour demander une subvention. OK, je n'avais pas bien décodé, M. Olivier. Merci. En tout cas, juste prendre note, M. Simard, qu'il y a de l'intérêt ici autour des voisins là, de ce site-là à être participatif dans ce projet-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. SP. Oui, bonsoir. Je m'appelle Simon Petitjean. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Non, très bien, c'est parfait. Dans le fond, là, j'avais une question là, qui concernait la condamnation par un tribunal qui emmènerait une éventuelle suspension de permis de location. Dans le fond, est-ce que ça revient à dire qu'en dernier recours, c'est aux résidents de saisir la justice afin que le règlement municipal soit respecté? Si le contrevenant reçoit une contravention de la part de notre agence de surveillance,
S'il la conteste, ben, c'est le tribunal qui va décider s'il est coupable ou pas. Et c'est avec un verdict de culpabilité qu'on va se servir de... On va se servir de la décision du tribunal sur la culpabilité pour pouvoir procéder à la suspension ou, du permis d'usage. Très bien. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quand même une conséquence. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que, par exemple, le service de sécurité passe, pour faire une histoire courte, 10 fois par fin de semaine à la même résidence, mais qu'il n'y ait aucune conséquence pour le propriétaire. Parce que ça, j'aurais trouvé ça inquiétant, parce que lors de la dernière consultation publique, la grande majorité des propriétaires étaient opposés à tout règlement et surtout à toute responsabilisation. Et je pense que, en fait, on a vu que la responsabilisation que le loueur, c'est par la responsabilisation en fait que le loueur va orienter son offre vers une clientèle qui pose pas de problème. Il y a certains loueurs qui nous l'ont confirmé lors de la dernière soirée et ça avait l'air tout à fait possible. Fait que je pense que s'il n'y a pas de conséquences, il n'y aura pas de changement. Effectivement, c'est pour ça qu'on a mis des pénalités. Très bien, donc je vous remercie pour ça. Là, j'aurais comme un autre point rapidement. Là, ça peut paraître fou, mais en ce moment, là, avec la situation sanitaire et la COVID, dans le fond, moi, je m'aperçois qu'il y a comme 3, des fois 4 véhicules devant les maisons de location touristique. Bon, je doute que tout le monde habite à la même adresse, là, mais ça pose aucun problème. Il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun dérangement. Là, c'est vraiment, ce que je veux dire, paraît un peu absurde, mais est-ce que c'est pas possible simplement de compter les véhicules? Parce que, mettons là, une maison de 4 chambres, comme a dit tout à l'heure Jacques Bouchard, mettons que c'est 2 personnes par chambre, là. Mettons qu'on mettrait 8 véhicules, ça veut déjà dire que tout le monde est venu seul dans son véhicule. Ça fait déjà une possibilité potentielle de genre 20 personnes. Je pense que 8 véhicules devant une maison de location touristique, c'est facile à compter pour tout le monde. Ça ne nécessite pas de pénétrer dans la maison. Et une fois qu'il y a plus que 8 véhicules ou un autre chiffre, là, je veux dire, il y a déjà un indicateur que ça va être imparté puis que ça ne respecte pas les règlements. Là. Enfin, ça, c'est mon avis. Puis ça paraît quelque chose de simple qu'on peut faire même sans même descendre du véhicule de vérification. Là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Parfait. C'est sûr que les règles de preuve sont plus serrées que juste compter les véhicules sur le stationnement. Merci. Monsieur Martial Hamel. Oui, bonjour, Monsieur le maire. C'est une question au sujet du nouveau règlement là, pour la surveillance là, de 135 $. J'ai lu dans le règlement que c'était écrit par unité. Qu'entendez-vous par unité? Est-ce que c'est une unité d'hébergement ou un chalet sur un terrain? C'est, ben là, d'après moi, c'est une unité de résidence de tourisme qui est autorisée à procéder à l'usage résidence de tourisme. Si vous avez 2 unités de résidence de tourisme, ben c'est 2 fois 135 $. Ben, moi, je suis propriétaire d'un chalet locatif. J'ai 2 unités, sauf que c'est considéré comme 3 unités parce que je peux louer un condo, je peux louer un 2e condo et je peux louer tout le chalet. Donc, je vais payer 3 fois 135 $. J'ai 6 chambres. Puis quelqu'un peut avoir 6 chambres, ça va lui coûter 135. Moi, ça va me coûter 400. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Selon ce que je comprends, c'est de la norme de porte, dans le fond. Donc, vous auriez 2 unités. Bien, moi, selon les règlements locatifs, j'ai 3 unités d'hébergement. La 3e unité, là, je vous avouerai qu'il faut qu'il couche sa couverture là, parce qu'elle n'existe pas. Là. Mais il reste que c'est enregistré comme ça quand même. Moi, j'ai 3 unités d'hébergement, même si j'ai 2 condos. Appelez-nous peut-être à la municipalité, puis on pourra voir un petit peu. Il faudrait voir là, avec Michel l'esprit du règlement, là, mais on pourra voir, là, vu que c'est un cas particulier, on pourra en discuter. Puis même avec 2 condos, je ne vois pas pourquoi il faudrait que je paye 2 fois, là, parce que dans le fond, c'est sur le même terrain. Il y a quelqu'un qui a 6 chambres. Moi, j'ai 6 chambres dans 2 condos. Il faut que je paye 2 fois 135. Ça ne coûte pas plus cher de sécurité pour ça. Là.
Non, mais les chances de débordement sont doublées. Ben, si quelqu'un il y a 6 chambres, non, monsieur le maire, si quelqu'un il y a un chalet en entier de 6 chambres, il y a bien plus de chances que le porte-épargne que si c'est 2 condos de 3 chambres chaque. Là. Alors, il ne pourra pas faire 6 chambres parce qu'on l'a limité à 4. Là. Non, je vous parle de mon chalet à moi qui existe depuis 2012. Là. Ah, ben là, c'est sûr, oui. Mon chalet qui existe depuis 2012, je suis obligé de payer 135$ pareil. C'est de la sécurité pour tout le monde. Je suis là, moi. Oui, c'est comme un peu les caches de la Grande Pointe qui composent, il y a 44 unités. Donc, ils auront à payer 44 fois 130$. C'est un peu comme l'essence de la loi, du règlement qui est fait ainsi. Ouais, c'est assez ridicule quand même, mais il n'y a pas aucun moyen de débattre ça autrement. Fait que moi, j'ai 3 unités d'hébergement, 6 chambres. Ouais. Je veux dire, comme M. Simard, là, on va regarder votre dossier plus en profondeur, puis on vous donnera des nouvelles. Merci. Monsieur François Larue. Bonsoir, m'entendez-vous? Oui, on vous entend très bien. Bon, je vais changer de sujet un peu. C'est un commentaire que je vais faire au nom de l'Association des contribuables de Petite-Rivière-Saint-François sur le règlement 657 et 660. Le règlement 657 que vous avez adopté ce soir, est-ce qu'il est exactement pareil à celui qui a été déposé? Il y a eu des petites modifications. OK. Est-ce qu'on a encore une contradiction sur la période de grâce pour se conformer à la réglementation? Il y a un article qui disait qu'on avait 2 ans pour se conformer, puis à l'autre, on disait qu'on avait 1 an. OK. Ça a été corrigé, c'est 1 an pour les deux. 1 an pour les deux? Oui. La même question s'adresse, je vais poser la même question sur le 660. Est-ce qu'il y a des corrections qui ont été faites par rapport à ce qui a été déposé? La même réponse. OK. Puis ça, ces corrections-là, on va pouvoir voir ça sur le site Internet de la municipalité quand? Lorsqu'on va mettre notre règlement sur le site de la municipalité. Donc, ça devrait être incessamment. OK. Puis peut-être mon dernier commentaire au niveau du nombre de personnes par chambre. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être indiqué quelque part parce que plus la gang est grosse, plus le party est bruyant. Puis quand on fait référence au règlement là, sur les systèmes septiques des résidences isolées, je n'étais pas au ministère quand ils l'ont écrit, là, mais je ne pense pas qu'ils ont écrit ça pour des commerces. Une résidence touristique, c'est un commerce où on est tenté d'avoir le plus de locataires possible pour qu'on puisse répartir en plusieurs portefeuilles un loyer qui est très élevé. Ça fait qu'essentiellement, cette loi-là a été faite pour des familles qui restaient dans des maisons qui n'étaient pas desservies par un aqueduc ni un système d'égout et d'utiliser les faiblesses de cette loi-là ou ce règlement-là pour d'en profiter, pour avoir une multitude de personnes qui vont coucher dans 3 chambres ou dans 4 chambres, c'est juste abuser de la loi. Puis, vu que la loi n'a pas été faite pour des commerces, vos règlements devraient être adaptés pour limiter le nombre de personnes. Parce que l'une des sources de problème, c'est plus il y a de personnes, plus c'est le party. Ceci étant dit, ma soeur reste dans la région de Gore, entre la chute des Saint-Sauveur et une solution. Ils ont des problèmes avec les résidences touristiques, eux autres aussi, et la municipalité a décidé d'interdire toute location touristique à court terme. Les locations touristiques, il faut que ce soit des locations d'1 mois et plus. Et de façon générale, la clientèle, le comportement change quand les gens louent pour l'été plutôt que de louer pour une fin de semaine. On ne fait pas aussi fort toutes les fins de semaine de l'été. Merci beaucoup de votre attention. Enfin, merci, M. Larue.
Madame Joanne Isabelle. Il reste à peu près 15 minutes à la période de questions. Madame Joanne Isabelle? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Ça va être M. Luc Carrier parce que j'utilise le iPad de ma conjointe. Alors, moi, j'ai 2 questions concernant le règlement 659 tel qu'il a été écrit là, lors de votre période d'information. Dans votre règlement, il y a des zones. Et il y a des zones qui sont là, puis il y a des zones qui sont absentes. Est-ce que ça veut dire que dans les zones absentes, le règlement ne s'applique pas? On a eu tous les commentaires concernant le règlement 659. On va avoir une rencontre jeudi pour prendre connaissance. On a déjà pris connaissance de tous les commentaires. On a déposé un premier projet et on va essayer jeudi d'aboutir à un deuxième projet avec modification. Mais ça ne fait pas partie de la réunion de ce soir, donc on va attendre le développement pour le 659. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Madame Marie-Claude? Oui, alors je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule à demander est-ce qu'il y ait un nombre inscrit dans avec le nombre total de chambres. Je pense que c'est essentiel. Sinon, comme M. le maire a dit, les gens vont tricher encore plus. C'est trop facile. Moi, j'en ai une résidence touristique et je me fais demander, on peut-tu être plus? On peut-tu apporter des matelas? Ce serait très facile de le faire. Je ne le fais pas, mais je suis certaine qu'il y en a qui font ça pour une business et qui le feront. Ma question maintenant, c'est, j'aimerais comprendre le processus du tribunal. Là, moi, je pense que c'est un tribunal qui serait formé de conseillers, tout ça. Non, on parle de tribunal du Québec. Tu as un groupe qui vient chez toi dans une résidence, bon, ils font le party une fois, il y a une plainte, et juste cette fois-là, ça veut dire que chez moi, on parlait pour moi, si moi je plaide coupable parce que mes clients n'ont pas été fins, je viens de perdre mon permis pendant 1 an? C'est ça que je dois comprendre? Pardon? Ça pourrait se rendre là. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen de doser ça un petit peu pour ne pas être aussi drastique? J'ai beau, moi, pas prendre plus que 8 personnes, je peux tomber sur des cabochons, là, je ne sais pas. Et, à un moment donné, je fais super attention. Je suis certaine que la majorité, on fait super attention, mais à un moment donné, je trouve que c'est élevé pas mal de dire, OK, une fois, les agents ils ont vu une gang qui ont fait un party, pouf, tu viens de perdre ton permis pendant 1 an. C'est très sévère. M. Simard, est-ce que vous aviez un commentaire? Je vais laisser aller M. Bilodeau. La seule affaire, madame, c'est qu'il y a une différence. C'est que quand on parle, c'est que selon notre règlement de qualité de vie, il y a 3 gradations. Première infraction, deuxième infraction, troisième infraction. Après la troisième infraction, c'est là que le tribunal rentre en flantique. Ça veut dire qu'avant de te rendre avec l'infraction de tribunal, il y a 3 avertissements. Fait que quand tu es rendu là, après 3 avertissements, si la situation n'est pas remédiée, bien, il y a vraiment un problème de gestion où vous n'êtes pas chanceuse, vous avez tombé sur 4 groupes de cabochons, excuse de dire ça. Mais quand ça fait 4 groupes, là, maintenant, quelqu'un... Fait que c'est vraiment, selon notre règlement de qualité de vie, il y a 3 gradations. Là, je ne me rappelle pas par cœur, mais il y a 3 gradations. Puis après ça, c'est le chose à ce niveau-là. Puis je sais pas moi, pas les billets, mais les infractions, 3 sur une période de... 2 ans. Fait que pendant 2 ans, tu as le droit d'avoir 3 prises puis tu es mort. C'est sur le certificat est émis pour 2 ans. Donc, il y a 3. Okay. Et là, il y a 3 infractions et par la suite, il faut être condamné par un tribunal. OK.
parce que votre premier règlement, là, la première fois que vous l'avez mis, c'était par année 3 fois. Là, on est rendu par 2 ans 3 fois. Puis je suis correct, je dirais à quelque part, je pense que de mon bord, je pense qu'on fait ce qu'il faut. Je n'ai jamais eu de voisins qui se sont plaints. Mais honnêtement, pour ceux qui pourraient avoir du débordement, un malchanceux, je trouve ça un petit peu salé. Là. Surtout si vous ne mettez pas de maximum pour les chambres. Là, En tout cas, moi, je pense que vous feriez beaucoup de tort à ne pas mettre un chiffre au nombre de chambres. Voilà. Sur ce, merci, bonne soirée. Merci, Mme Marie-Claude. Et M. Benoît Chassé. Oui, c'est toujours Mme Chassé. Excusez. C'est pas grave. Je voulais juste être certaine concernant le permis de construction sur le lot 6 362 264. C'est celui qui avait demandé une dérogation mineure parce que la hauteur était à 6 mètres là, ou 9 mètres là, qui excédait de beaucoup. Est-ce que le plan a été amené aux règles de la municipalité? Il a été ajusté à notre réglementation, puis il n'y a plus besoin de dérogation mineure. OK, good. Good. Donc, tant mieux. Et deuxièmement, ma deuxième question est le massif a sorti aujourd'hui sa tarification pour 2021-2022 avec des augmentations de 45 % de façon générale. Alors, j'aimerais savoir quelle est la position de la municipalité par rapport à ces augmentations de tarification-là, compte tenu qu'il y a beaucoup de résidents qui vont avoir de la difficulté à payer ça. Est-ce que la municipalité va faire des pressions auprès du groupe Le Massif pour que nous, les résidents de Petite-Rivière, ayons des tarifs préférentiels par rapport au reste de la population? Parce que c'est rendu dispendieux, pas pour rire, là. On peut toujours faire des représentations, madame. Bien, je comprends que vous pouvez toujours faire des représentations, ça c'est facile d'en faire, mais il faut avoir des résultats. Il faut avoir des résultats. C'est une entreprise privée, là. Oui, mais la municipalité a quand même fait une usine d'épuration des eaux pour accueillir le Club Med. Je comprends que la municipalité a fait beaucoup de pieds et de mains pour accommoder le massif. De nos côtés, quand vient le temps d'aller faire du ski, ben eux autres, ils nous chargent full tarif là, au même titre que les gens de Québec ou les gens d'ailleurs, là. Je trouve ça très, 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 très ordinaire. Parfait, madame. On prend bonne note de votre commentaire. Oui, c'est ça. Et dernière question, R. Domingue. Oui, bonsoir, Richard Domingue. L'année dernière, il y avait eu un vol de la petite caisse de quelques milliers de dollars. Là. Le montant n'a jamais été divulgué, je crois. Est-ce que l'enquête policière s'est terminée? Est-ce qu'il y a eu des accusations? Est-ce qu'il y a eu des conséquences à ce vol-là? L'enquête est toujours en cours. Le dossier a été transféré à l'escouade économique de la Sûreté du Québec. J'ai vérifié avec les responsables et ça va fort probablement se rendre au DPCP, mais on ne connaît pas la date.